Il est assis sur le tapis de la salle à manger, vous l'appelez depuis la cuisine pour lui proposer de ranger ses jeux parce que c'est l'heure d'aller à table, vous lui donnez la consigne d'arrêter de jouer et en face, pas de réponse. Vous l'invitez là aussi à ranger sa chambre pour aller ensuite se brosser les dents alors qu'il est en train de jouer. Vous faites ça depuis le couloir, il est dans sa chambre en train de jouer. Et là encore une fois, silence radio, c'est comme si vous n'aviez rien dit. Vous êtes enseignante près de votre tableau, vous vous donnez la consigne d'arrêter les jeux pour aller faire une séance de gym et vous vous rendez compte qu'il y a 3-4 petits garçons au fond de la salle qui continuent de jouer comme s'ils n'avaient absolument pas entendu votre consigne. Vous souhaitez que les enfants rangent les jeux dans la salle d'activité parce que vous allez aller par exemple vers un temps calme, vous donnez la consigne depuis la porte de la salle d'activité et en face, pas de réaction. Et on entend parfois ah là là, je leur parle ou je lui parle, je lui donne une consigne. En face, c'est silence radio. Il est toujours dans sa bulle. Il ne m'écoute jamais. Je n'arrive pas à le faire sortir de sa bulle. Il me provoque. Il me cherche. Il n'écoute rien. Est-ce que vous êtes déjà consciente de ce genre de difficulté? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, que vous soyez maman, enseignante ou toute personne qui travaille avec des groupes d'enfants, vous êtes sûrement déjà rendu compte combien capter l'attention de petits garçons et obtenir leur coopération, c'est pas toujours chose aisée. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Et surtout, comment est-ce qu'on peut faire pour capter leur attention sans rentrer dans un rapport de force, sans s'énerver et surtout d'une façon efficace? Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans leur univers, de mieux comprendre comment fonctionnent les petits garçons, d'explorer ce phénomène et de partager des astuces qui marchent, appuyées par des anecdotes, des chiffres et même quelques citations inspirantes. Je voulais vous dire aussi que cet épisode vient compléter le précédent qui s'intitulait « Comment capter l'attention d'un groupe d'enfants sans crier ». Et dans le précédent épisode, on avait vu pourquoi crier pour capter l'attention d'un groupe d'enfants est souvent une méthode peu efficace et contre-productive. On avait vu les effets néfastes en fait des cris sur les enfants et surtout on avait exploré ensemble des méthodes efficaces et alternatives. Alors pourquoi ces méthodes sont plus efficaces? Eh bien, si vous avez envie d'en savoir plus, d'avoir des billes complémentaires à cet épisode-ci, je vous invite à aller écouter le précédent épisode de podcast. Bonjour et bienvenue à toutes, ici Pascal, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de mon podcast Sérénité au féminin, explorer, ressentir, rayonner. Le podcast qui accompagne les femmes à être sereines durablement avec leurs émotions et leurs relations en osant être elles-mêmes davantage ancrées dans le présent. Avant de poursuivre, est-ce que vous saviez que j'ai préparé juste pour vous une mini-formation offerte? Elle s'intitule Destination Sérénité. Et cette mini-formation, elle va vous permettre d'améliorer votre communication au sein de votre couple avec 20 clés. Alors, vous allez pouvoir faire cela avec une masterclass exclusive que j'ai enregistrée vraiment pour vous, une masterclass d'1 heure. Et vous verrez que ces clés, elles vont vous servir pour améliorer votre relation de couple, mais pas que. Vous allez pouvoir aussi apprendre à gérer votre stress et votre anxiété, à harmoniser le corps et l'esprit, à habiter davantage le présent avec un pack de 8 relaxations guidées offertes. Vous allez pouvoir aussi mieux comprendre et accompagner vos émotions avec un livret de 30 exercices. Et en bonus, si vous le désirez, vous aurez l'opportunité de bénéficier d'une séance découverte de 2 heures avec moi. Vous êtes prête? Alors, allons-y. Pourquoi les enfants et surtout les petits garçons semblent être dans leur bulle? Je trouve intéressant quand même de se remémorer quelques notions de base.
notamment les différences entre filles et garçons. Parfois on le sait, mais avec la pratique on oublie, ou on le sent d'une façon un petit peu instinctive. Mais ça peut être intéressant d'avoir un peu plus de clarté, de lumière sur ces différences en fait entre les filles et les garçons. Alors il y a d'abord des différences dans ce qu'on appelle le développement de l'attention et la régulation de l'impulsivité. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire simplement que les garçons, d'une façon globale, tendent à avoir un développement un peu plus lent dans les régions frontales du cerveau, comme par exemple le cortex préfrontal qui va permettre notamment d'aller dans la prise de recul, mais aussi qui est impliqué dans l'attention et la régulation des impulsions. Donc c'est le fameux, ce qui va permettre de mettre de la distance, d'accord? Alors c'est ce qui peut faire que ça peut rendre plus difficile pour les petits garçons de filtrer les distractions, de rester concentrés. Et c'est pour ça aussi que parfois ils peuvent avoir, surtout au départ, des difficultés à se maîtriser, hein. Le cerveau est un organe qui se développe au fur et à mesure du développement de l'enfant. Il y a aussi des différences dans le développement social et la communication non verbale. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès les plus jeunes âges, ce qu'on sait, c'est que les petites filles, elles développent généralement une meilleure sensibilité aux signaux émotionnels et verbaux. Tandis que les garçons ont souvent besoin de plus de signaux visuels et physiques pour comprendre l'intention émotionnelle d'une interaction ou d'une relation. Ok? Donc les petites filles plus sensibles à la sphère émotionnelle, verbale, et les petits garçons plus sensibles aux signaux visuels et physiques. Voilà pourquoi c'est tellement important avec les petits garçons d'aller sur un contact visuel, de se rapprocher et le toucher doux, respectueux sur une épaule, etc., va renforcer chez eux la compréhension du signal social et émotionnel. Et ils vont être vraiment plus réceptifs aux signaux corporels directs. C'est pour ça que, et c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans le précédent épisode, pensez plutôt à vous approcher, à vous agenouiller à leur hauteur avec un contact visuel et un toucher léger. Et ça va vraiment aider à créer un cadre en fait de communication beaucoup plus accessible pour eux et donc plus efficace. La troisième catégorie de différences, ce sont des différences hormonales. Et il y a une différence aussi de sensibilité au toucher. Alors, parce que ce sont des petits garçons, ils ont des niveaux plus élevés de testostérone, ok? Donc, dès la petite enfance. Et cette hormone, elle va venir influencer leur sensibilité au toucher et leur réponse à l'autorité et aux signaux non verbaux. C'est pour ça qu'un toucher doux sur l'épaule, par exemple, est perçu comme un contact sécurisant, renforçant ainsi leur sentiment de connexion et leur réceptivité en plus de leur sécurité. Vous savez, moi, c'est vraiment une image qui m'a marquée. Je crois que j'en ai déjà parlé dans de précédents épisodes de podcast, mais en école d'éduc, on avait cette image d'un petit enfant quand il est pris dans une grande colère. C'est comme s'il était éclaté. Vous voyez, c'est comme les pièces d'un puzzle éclatées, les pièces d'un vase éclatées. Et d'ailleurs, le vocabulaire dit il est hors de lui, il est hors de son corps. Et il y a vraiment quelque chose qui, dans les adages populaires, parle de cet éclatement. Il est hors de. D'accord? Ok? Et effectivement, un toucher respectueux va permettre de remettre du contenant. Là, je vous parle par exemple pour aider à gérer un moment difficile, une explosion de colère ou de gros chagrin, etc., ou les deux mélangés. Ça va permettre de remettre du contenant. C'est aussi utilisé en fasciathérapie, d'accord? C'est-à-dire que ça va permettre d'avoir un toucher et le toucher fait du bien, ramène dans le corps. Et il y a des personnes comme ça qui ont des troubles de l'attention, le fait d'avoir aussi du poids sur le corps, une couverture lestée, vous savez qu'il existe des couvertures lestées, ce genre d'accessoires, ça va aider aussi à redonner du contenant. Donc ne sous-estimez pas ni le pouvoir du toucher, ni le pouvoir du contact qui remet du
contenant. D'accord? Donc ce geste, on l'a vu, va aussi aider à diminuer l'impulsivité en agissant comme un point de réassurance physique et émotionnelle. Alors, voyons maintenant la quatrième catégorie de différences. Eh bien, il y a aussi des différences dans les liens d'attachement. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les petits garçons, à cette époque-là de leur vie, sont beaucoup plus sensibles en fait aux gestes de sécurité physique et d'attachement. Et ça va venir renforcer leur confiance et leur disposition à suivre les consignes. Ok? Donc effectivement, les interactions rapprochées et le toucher vont sécuriser l'enfant, le petit garçon, vont faciliter le sentiment de proximité émotionnelle et c'est ce sentiment de proximité en étant en sécurité qui va favoriser l'interaction sociale, le lien social, le développement social de l'enfant. Voilà pourquoi effectivement se mettre à leur niveau, établir un contact visuel, aller vers un toucher doux, établir un point de contact physique va permettre de créer une atmosphère de proximité et de confort qui les aide à mieux recevoir en fait nos consignes, nos instructions et être du coup beaucoup plus réceptifs à ce qu'on leur demande. Donc là, on vient déjà de se rappeler, voire de découvrir un petit peu des différences entre les petites filles et les petits garçons. On va compléter ça par mettre un focus plus spécifique sur pourquoi les enfants, et surtout en fait les petits garçons, semblent être dans leur bulle. Alors, le petit enfant, il faut savoir un truc, c'est qu'il vit essentiellement dans le présent. C'est-à-dire il a une concentration instinctive dans le jeu. Et le jeu est essentiel, vous le savez, au développement des enfants. C'est comme ça qu'ils apprennent. Lorsqu'ils jouent, ils s'immergent complètement dans leur monde imaginaire ou dans la tâche qu'ils accomplissent. Et leur cerveau est concentré sur cette activité, au point que tout le reste peut sembler secondaire. Donc ils sont tellement dans ce qu'ils sont en train de faire. Et si vous avez déjà observé des enfants en train de jouer, ils sont vraiment dans leur monde. Ils jouent avec leurs personnages, ils se racontent des histoires incroyables, ils se racontent plein de choses. Et quand on les observe, c'est rigolo de voir et c'est beau et c'est magique de voir combien ils sont complètement pris dans leur jeu. Okay, ils sont pris dans l'histoire qu'ils sont en train de se raconter. Ils sont pris dans leur monde imaginaire. Et du coup, le reste à côté, voilà, ils l'oublient. D'accord? Ensuite, il faut savoir aussi que les petits garçons ont une capacité à aller vers de l'attention partagée, ce qu'on appelle la maturation de l'attention partagée, qui prend un petit peu plus de temps que chez les petites filles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, surtout avant l'âge de 7 ans, les enfants, ils ont une attention monofocale, c'est-à-dire ils se concentrent intensément sur une seule chose choisie à la fois, contrairement aux adultes qui peuvent facilement diviser leur attention entre plusieurs stimuli avec plus ou moins d'efficacité. Et il se trouve que pour les enfants, ça c'est extrêmement difficile. Donc ils ont une attention qui est monofocale. Souvenez-vous de ça parce que c'est super important. D'accord? Donc quand vous donnez trop de consignes en même temps à un enfant, vous allez vous rendre compte que vous le perdez, que vous ne l'aidez pas. Un enfant, pour être efficace dans la mise en œuvre de la consigne donnée, il a besoin que l'on lui donne une consigne à la fois d'une façon claire et quand la première chose est faite, on peut passer à la deuxième, ok? Puis éventuellement à la troisième. Mais essayons d'établir un plan d'action par une consigne à la fois donnée d'une façon claire. Ça va être d'abord, tiens, est-ce que on range tous les cubes rouges en moins de 10 secondes. Ou vite, il faut mettre tous les dinosaures à l'abri avant qu'il pleuve. Ou va falloir aller ranger le tracteur dans le garage parce que sinon il va être trempé. Ok? Donc du coup, je veux dire, effectivement, c'est une consigne à la fois. Et pas 10 000 consignes en même temps. Parce qu'il ne va pas pouvoir suivre le petit garçon en face. D'accord? Ok?
Donc ensuite, un autre élément, je vous l'ai dit, ils sont complètement dans l'instant présent, ils vivent exclusivement dans l'instant présent. Pour l'instant, leur cerveau n'a pas encore complètement développé ce qu'on appelle les capacités d'anticipation, de planification et de prise en compte des consignes futures. Donc on ne peut pas leur demander tout simplement parce qu'il s'agit de bien comprendre, c'est important de comprendre qu'un petit enfant ne naît pas avec un cerveau entièrement développé et comme un cerveau d'adulte. Le cerveau de l'enfant se développe progressivement, comme l'ensemble de ses compétences cognitives, sensorielles, motrices, etc. D'accord ? Alors, on continue. Hop, il a une capacité d'autorégulation encore en développement. Ça rebondit, ça me permet de faire un rebond avec ce que je viens de dire. Effectivement, ils peuvent avoir plus de difficultés à basculer rapidement d'une activité qui est agréable, comme le jeu. Le jeu, c'est quelque chose qui est super agréable pour eux. Ils aiment jouer. C'est comme ça qu'ils apprennent. Donc, plus on a envie de leur apprendre de choses, plus on peut avoir intérêt à mettre en place des dimensions ludiques, une activité ludique. Les enfants apprennent avec le jeu et en jouant. Et du coup, ils sont moins, on va dire, motivés pour passer d'une activité agréable comme le jeu à une activité, par exemple, comme ranger la chambre, aller sous la douche, se laver les dents, débarrasser la table, etc., etc. Surtout quand c'est présenté de cette façon-là. D'accord ? Donc, on va voir un petit peu plus loin parmi les clés, comment est-ce qu'on peut s'y prendre autrement pour essayer de rendre ça un petit peu plus fun, un peu plus sympa et les inviter à aller dans le respect de la consigne avec plus de facilité. Et puis, vous le savez, quelque chose qui définit aussi l'enfance, c'est le rôle de l'imagination et des mondes intérieurs. Et j'en ai déjà parlé un petit peu dans le point 1, mais c'est vrai que les enfants, et plus particulièrement les petits garçons, investissent vraiment profondément leur imagination, leur jeu sensoriel. C'est un monde intérieur qui les absorbe, ce qui peut les rendre du coup, bien plus ou moins, vous vous en doutez, disponibles et sensibles aux sollicitations externes. Donc ça, vous l'avez peut-être forcément remarqué, d'accord ? Ils sont tellement dans leur bulle, tellement dans leur jeu, tellement dans la construction de leur château fort, de la bataille, du dialogue entre les deux poupées ou entre deux personnages de Playmobil, etc., qu'on a beau leur dire des choses en étant à quelques mètres d'eux, eh bien, c'est comme si on n'existait pas. Ok ? Donc là, on comprend mieux pourquoi et cela va nous aider à ajuster nos postures. Donc on a compris qu'ils ont un cerveau en développement, qu'ils sont immergés complètement dans le jeu et lorsqu'ils jouent, on a compris que leur attention est focalisée à 100% sur leur activité. On a compris donc également que les zones responsables de l'attention partagée et de la régulation des transitions ne sont pas encore pleinement matures dans le cerveau de l'enfant. Donc on comprend avec tout cela qu'ils ne nous ignorent pas, ils ne nous provoquent pas, ils ne nous cherchent pas, ils sont juste complètement absorbés dans leur activité. Ok ? Donc j'espère que déjà ces premiers éléments de compréhension, ces éléments de connaissance rappelés ou découverts peut-être pour certains d'entre vous, vont vous permettre de poser un petit peu un regard différent sur ces moments où on se dit mais c'est pas possible, il est dans sa bulle, il m'écoute pas, il me provoque, etc. etc. Ok ? Alors, vous le savez par exemple quand ça vous est peut-être déjà arrivé, ça vous rentrez dans une pièce et tout d'un coup, votre petit garçon, il lève la tête de son jeu et il vous regarde comme si vous n'avez jamais vu ou comme si vous voyez pour la première fois de la journée. Vous voyez, c'est des moments où ils sont tellement à fond avec leur garage à voiture ou avec leur histoire de personnage que presque ils ont un petit moment là, si vous les observez, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, dites-moi en commentaire, mais ils ont un petit moment de latence, le temps de reconnecter qui vous êtes vous et qu'est-ce que vous venez faire là. Ça donne un peu cette impression-là des fois, si on leur mettait une petite bulle un peu comme une bande dessinée, ça donne un petit peu cette impression-là, d'accord ? Et puis, quand on est comme ça en point de butée à avoir posé une consigne et qu'on n'a pas de réaction en face,
Eh bien, on va gagner en efficacité. C'est des choses vraiment que j'invite à mettre en œuvre au quotidien. On va gagner en efficacité en allant s'asseoir, par exemple, à côté de votre petit bonhomme et en commençant à parler avec lui de la super organisation qu'il a fait avec le garage à auto, le circuit ou l'établi de bricolage ou la cuisine ou bon, vous voyez, je veux dire, rentrer dans son jeu et commencer à jouer avec lui. Et c'est vraiment en allant dans ce sens-là, en vous asseyant à côté de lui, en commençant à parler doucement avec lui de ce qu'il a construit, pourquoi pas en allant dans le délire avec lui, en commençant à raconter une petite histoire, etc. Vous allez voir, d'abord, ça va faire rire l'enfant. Ils adorent quand on rentre en connivence avec eux dans leur monde imaginaire. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire quand je suis avec des enfants, quand je suis, j'aurais envie de dire, voilà, c'est rentrer dans cette connivence, c'est créer cette complicité. Et en fait, on crée une connexion émotionnelle. J'aurais envie de vous dire, ça marche avec les enfants, mais ça marche aussi avec des animaux qui vont capter ça. Eux aussi sont à fond dans l'instant présent. Ils vont capter quand vous êtes dans le jeu, quand vous êtes dans une énergie fun, comme ils vont capter quand vous êtes fatigué, quand vous êtes hors de vous. Et on dit souvent, mais il m'énerve à ce moment-là, mon chat ou mon chien, il vient sans arrêt se frotter dans mes pattes. Mais en fait, les animaux ne cherchent pas à nous embêter, ils cherchent à nous dire, oh, 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 calme-toi et pose-toi. Ok, parce qu'ils sont ultra sensibles et qu'ils captent les moments où nous, on n'est plus du tout dans le présent, où on est trop en train de faire tourner des tas de pensées dans notre tête et on n'est plus là vraiment, quand on est surtout beaucoup dans notre tête. Et en fait, les animaux, en faisant ça, viennent aussi nous aider. Bon, je ne vais pas dévier, mais en tout cas, j'aurai l'occasion d'en reparler. Si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire. Mais comprenez bien que l'enfant ne joue pas pour apprendre, mais il apprend parce qu'il joue. C'est Jean Piaget qui disait ça. Ok ? Alors, des petits chiffres parce que des fois, ça vient encore appuyer notre compréhension et du coup, ça nous motive. En tout cas, moi, les petits chiffres, des fois, ça me motive encore plus à mettre en place un nouveau comportement. Alors, ce que l'on sait, selon une étude menée par l'université de Harvard, c'est que les enfants âgés de 3 à 6 ans peuvent maintenir une attention partagée que pendant 7 à 9 secondes en moyenne. D'accord? 7 à 9 secondes, c'est hyper court. Et on revient à l'attention monofocale. Ok? Donc souvenez-vous, attention monofocale, ils ne peuvent être dans une attention partagée que 7 à 9 secondes. Ça commence à bouger à partir de 6 ans, pas avant. Ok? Donc ça va nous demander sûrement de réajuster un certain nombre de nos postures pour gagner en efficacité dans les interactions. D'accord? Et il y a une autre étude que je trouve aussi très intéressante parce qu'on n'a pas idée de ça et souvent on s'imagine en fait que le cerveau de l'enfant est à maturité des 7 ans, des 8 ans, etc. Non, la capacité à prendre du recul, à développer ce qu'on appelle le précontexte frontal, c'est quelque chose qui vient très tardivement et qui se construit, commence à se construire vers l'âge de 7, 8, 9 ans. Et cette étude, effectivement, explique, selon des recherches en neurosciences, que le développement complet des fonctions exécutives, comme la capacité de passer d'une tâche à une autre, de s'auto-réguler, d'auto-réguler l'impulsivité, etc., ça n'intervient qu'entre 12 et 25 ans, avec un retard moyen, écoutez bien, de 2 ans chez les garçons. Voilà, je crois que les chiffres n'appellent pas à d'autres commentaires, ok? Ça veut dire qu'on va apprendre à cultiver la patience avec les petits garçons et à comprendre que le cerveau est un organe qui se développe petit à petit dans ses capacités, que le cerveau continue de se développer entre 12 et 25 ans et parfois donc jusqu'à 30 ans avec plus de lenteur chez les petits garçons. Donc maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc je vais proposer une première clé. La clé numéro 1, c'est de rentrer dans leur bulle avant de les faire, de chercher à les faire en sortir. Bon, j'en ai déjà parlé un petit peu, ça veut dire effectivement rentrer dans leur jeu. Aller près d'eux, ok, au lieu de les interrompre brutalement, à distance, etc. Un enfant qui est plongé dans son jeu, vous allez avoir du mal à l'interrompre. Donc, venez à petits pas feutrés, approchez-vous, abaissez-vous
et commencer à jouer avec lui ou à commenter positivement ce qu'il a construit, ce qu'il a fait, son histoire, à jouer même, ça prend 2-3 minutes, mais à rentrer dans son jeu. Et là, vous allez établir une connexion et après, vous allez pouvoir passer votre consigne. D'accord? Donc, tu vois, vous voyez, pardon, ça peut être une petite réflexion comme waouh, qu'est-ce que tu es en train de construire? Génial! Oh là là, ta voiture rouge. Et comment tu fais pour l'amener au niveau 3 et ton château fort, où est-ce qu'elle est la porte, le pont-levis, où est-ce qu'il est, etc. Waouh, t'as mis le super cavalier, tu as mis le super costume. Enfin, vous voyez, je veux dire, peu importe, mais rentrez dans le jeu de l'enfant, d'accord? Établissez d'abord la connexion. Et vous allez voir que rapidement, le petit garçon, il va interagir. Il risque d'être fier, il va se sentir en sécurité et il va rentrer en interaction avec vous. Donc ça, c'est chouette. Il va être beaucoup plus réceptif ensuite pour ranger ou pour répondre à votre consigne, quelle qu'elle soit. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Par exemple, en classe ou dans une salle d'activité. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Quand vous voulez, par exemple, que les enfants passent d'une activité qui est le jeu à une séance de gym. Donc, on va leur dire, les enfants, on range, c'est l'heure maintenant, on range les jouets et puis on va aller faire de la gym. D'accord? Ça peut être plus ou moins efficace dans le cadre d'une classe, par exemple. Et vous pouvez, dans ces cas-là, avoir une stratégie différente. Vous allez pouvoir leur dire, et si on allait mimer, par exemple, si vous voulez faire une séance d'expression corporelle, et si on allait mimer la scène de jeu que tu es en train de faire? Ou qui c'est qui veut faire le grand personnage du super-héros? Si on veut passer, par exemple, d'un moment de jeu à un moment d'expression corporelle pour bouger le corps. Et par exemple, qui c'est qui fait le lion? Qui c'est qui fait, quand ce sont des tout petits? Qui c'est qui fait le géant? Et puis, on va commencer. Et quelle histoire on peut raconter autour de ça? Et puis, petit à petit, vous voyez, on va passer comme ça de l'univers, en fait, du jeu à l'univers de la séance d'expression corporelle ou de la séance d'expression motrice. On avait fait passer par exemple les voitures dans le mini-tunnel et on va passer les voitures du mini-tunnel à comment est-ce qu'on fait nous pour passer par exemple dans le mini-tunnel des enfants. Ok, comment est-ce qu'on s'y prend pour passer dans le mini-tunnel des enfants? Et là, on aura établi, par exemple, juste un peu avant, le parcours psychomoteur avec le tunnel, avec les plots, avec les échasses, avec les cerceaux, etc. Et on va basculer d'un monde à un autre. Et pour passer, par exemple, d'un moment où ils sont en train de jouer à une séance d'écriture, on va pouvoir leur dire aussi, et si on écrivait une histoire sur le château que vous avez construit? Vous savez, des fois, les enfants, ils jouent avec les caplas, ce sont des petits bouts de bois avec lesquels ils peuvent faire des tas de super méga constructions, ok? Et du coup, vous allez pouvoir leur dire, mais ok, maintenant que vous avez fait ce très beau château, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme histoire? Et là, on peut passer d'une séance de jeu à une séance d'écriture ou à une séance de lecture, ou voilà, et on va adapter comme ça. Vous le savez parce que je pense que j'en ai déjà parlé là aussi dans d'autres épisodes de podcast, mais l'empathie, c'est la clé d'une communication réussie. Donc avec les petits-enfants, eh bien, rentrer dans leur bulle, c'est une façon de leur offrir de l'empathie. D'accord? Et là aussi, un petit chiffre pour soutenir notre changement de posture, c'est de dire que les études montrent que les enfants coopèrent 30% plus souvent lorsque les consignes sont données dans un cadre d'interaction positive, comme l'utilisation de commentaires sur leur activité ou un ton bienveillant. 30% plus souvent. D'accord? Donc, autant aller dans le cadre de ces interactions positives. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On passe à la clé numéro 2, ça vous dit, on y va, c'est parti. Alors la clé numéro 2, eh bien j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est effectivement donc d'utiliser le contact physique, visuel
et la proximité. J'espère que maintenant c'est bien clair. On se rapproche physiquement, on établit un contact visuel, on utilise le toucher doux comme poser une main sur l'épaule. Et vous n'avez pas idée de combien ces choses-là qui sont simples, 3 choses, utiliser le contact physique, visuel et la proximité, eh bien ça peut faire des merveilles pour arriver à capter l'attention de ces petits bonhommes lorsqu'ils sont tout absorbés par leur jeu. Ok. Alors, par exemple, vous savez, souvent, des fois aussi avec les petits garçons, on a du mal à aller leur proposer de passer à la douche ou de se laver les dents ou vous voyez ces petits gestes aussi simples du quotidien ou de ranger la chambre, etc. Donc, des petites astuces, ça peut être plutôt que de se dire, bon, allez, maintenant, range ton jeu, on va se laver les dents ou allez, c'est l'heure d'aller à la douche, dépêche-toi, papa, on frappe dans les mains, etc. On va, et on crie ça souvent de loin, depuis le bout du couloir ou depuis l'étage, etc. Et on va leur dire aussi, eh bien, hey, on va s'approcher tout doucement, on va établir le contact visuel, on va établir le toucher et on va s'approcher, on va dire, Lucas, est-ce que tu sais, mais je crois que c'est l'heure des dents magiques. Je crois que c'est l'heure d'aller passer sous la grande cascade, en parlant de la douche, par exemple, ok? Peu importe, faites marcher vos imaginaires. Ça va vous demander à vous aussi, en tant qu'adulte, de vous reconnecter à votre âme d'enfant. Vraiment de vous amuser et de vous reconnecter à votre âme d'enfant. D'accord? Et le fait aussi simplement, des fois, avec des petits garçons qui peuvent être comme ça... absorbés dans leur bulle, etc., eh bien, le fait de s'approcher simplement, doucement, des fois, de se mettre à leur niveau, d'aller attendre, d'aller attraper le contact visuel ou de bouger un petit objet et ensuite de mettre la main sur une épaule et de dire est-ce que tu peux me regarder une seconde, s'il te plaît? Et vous allez voir qu'il va y avoir une réaction différente, surtout par rapport avec les petits garçons qui ont horreur d'être interrompus. Alors, je vous rappelle aussi cette petite citation qui peut être intéressante à garder en tête, c'est un simple geste peut exprimer ce que 1000 mots ne pourraient dire. Je répète, un simple geste peut exprimer ce que 1000 mots ne pourraient dire. Et par rapport à toutes les réticences au niveau du toucher, bien, je rappelle aussi ce chiffre, c'est une étude de l'université de Stanford qui révèle que le contact physique léger augmente de 65% la réceptivité des jeunes enfants. Et pourquoi? Parce que ça active une zone du cerveau qui est liée à la sécurité et à la confiance. Ok, alors du coup, ça me donne l'opportunité de vous rappeler qu'il existe un super programme qui s'appelle le MISM Massage in School Programme, qui est un programme international présent dans énormément de pays dans le monde, qui propose au sein des groupes classes ou dans les ateliers parents-enfants à partir de cartes histoire de remettre des lettres de noblesse à un toucher sain et respectueux, et ils ont constaté une amélioration nette des apprentissages, de la confiance en soi, du calme, etc. au sein des groupes quand on pratique un toucher respectueux et sain. Ok, donc si vous êtes curieuse, allez voir ce qu'est le MISP. On peut devenir instructeur du massage in school programme. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans des ateliers avec des groupes. On inventait après nous-mêmes nos histoires massage. Donc lorsque l'on est une maman ou des pédagogues ou des animateurs, c'est vraiment un super outil. Les enfants ont une imagination débordante et on peut vraiment inventer des tas d'histoires. Alors c'est du massage bien sûr habillé, ce sont des petits gestes simples qui se font sur les dos des enfants, on dessine un soleil, on fait ressentir les petites gouttes de pluie, la neige, les zigzags, etc. Et il y a des cartes support qui racontent une histoire, mais au-delà de ces cartes support qui racontent une histoire, ce qui est intéressant, c'est tout ce que l'on peut faire autour au niveau des apprentissages avec le français, les mathématiques, etc., 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 etc. Donc, remettez
une relation détendue avec le toucher entre ce que je vous ai dit par rapport au fait que ça ramène du contenant quand les enfants sont débordés émotionnellement et au fait que vous pouvez aussi utiliser ces outils-là dans les groupes classe ou avec vos enfants, hein, en famille. C'est super sympa de s'asseoir comme ça les uns derrière les autres, vous savez, à la queue leu et que chacun essaie de deviner par exemple le chiffre que l'on écrit ou le dessin que l'on a fait, etc. Il peut y avoir des moments comme ça où la connexion, elle est vraiment chouette parce qu'il y a une connexion émotionnelle, il y a une connexion qui se fait par le jeu. Et là, du coup, quand vous avez partagé un moment comme ça, mais après, vous allez pouvoir donner votre consigne d'une façon beaucoup plus efficace. D'accord? Donc, utilisez vraiment les contacts physiques, visuels et la proximité. Clé numéro 3, c'est préparer les transitions en douceur. Donc, quand vous êtes en train de vivre un moment super agréable, vous n'avez pas envie qu'on vous en arrache tout de suite. En tout cas, c'est peut-être quelque chose que vous avez effectivement constaté. Quand on vient de recevoir un massage, on n'a pas envie comme ça que la personne s'en aille très vite. Quand on vient de partager un moment qualitatif, on a envie des fois de prendre le temps. Quand vous êtes bien sous votre couette, vous avez parfois besoin d'un petit peu de temps avant d'en sortir, même s'il y a des personnes qui, dès que le réveil sonne, sautent du lit. Chacun est différent, d'accord? Donc, passer d'une activité agréable comme jouer à une tâche imposée, eh bien, ça peut être perçu par un petit garçon, ou pas que par un petit garçon, j'ai envie de dire, mais comme quelque chose de frustrant. Donc, le fait de prévenir l'enfant quelques minutes avant, eh bien, ça va l'aider à se préparer mentalement et ça va être une méthode beaucoup plus efficace. Donc, ça veut dire prévoyez un sablier, pourquoi pas une petite cocotte, vous savez que l'on fait sonner, là, une petite tomate ou une petite poule, en dire ah, quand la poule sonne, hop, je te préviens, hop, à ce moment-là, on va aller mettre toutes les verres dans le lave-vaisselle ou peu importe, on va essayer de faire ça en moins de 10 secondes. Enfin, bon, voilà, je veux dire, essayez effectivement de trouver, selon l'âge de l'enfant, bien sûr, vous adaptez, mais de trouver des petits indices pour qu'il soit prévenu, d'accord? Donc, ça peut être quand le sablier est vide, on va arrêter de jouer, donc ça leur laisse le temps de se préparer. Ça peut être mettre en place une petite comptine, une petite chanson qui va permettre, qui revient régulièrement et qui, quand elle est là, va permettre de définir que l'on passe d'une activité à une autre, d'accord? Donc, par exemple, quand la chanson s'arrête, eh bien, c'est l'heure de ranger. Et du coup, ils ont des points de repère. Et vous savez qu'avec les tout petits, après, on peut faire des grandes, nous, on avait fait ça, des grandes fresques murales à leur niveau pour les aider à se repérer dans le temps, dans l'espace, dans les saisons, etc. Donc là aussi, que vous soyez professionnel, que vous soyez maman, développez votre imagination et on peut établir des tas de repères à cet endroit-là. D'accord? Donc voilà, à votre imagination. Vous savez que la patience est amère, mais que ses fruits sont doux. Donc bien évidemment, dans toutes ces logiques d'apprentissage, de développement progressif, eh bien ça demande de la patience. La patience, des fois, ça vient nous chercher parce que voilà, parce qu'on est pressé et que je ne sais pas si vous l'avez observé, mais des fois aussi, on rentre dans une forme, je module beaucoup ce mot, mais dans une forme de pression, d'injonction, voire de maltraitance, mais en fait parce qu'on est pressé. Et ce facteur temps, on vient aussi qu'on ne les laisse pas faire à leur rythme et que du coup, pour gagner du temps, on va leur enfiler les chaussures, on va les habiller, on va ranger à leur place. Et en fait, derrière, on ne leur permet pas de développer à leur rythme leurs capacités et leurs apprentissages. D'accord? Donc, clé numéro 3, préparer les transitions en douceur à l'aide de sabliers, à l'aide de petites tomates, de sonneries rigolotes, de gongs, enfin, développer votre imagination. D'accord? Et on sait, là aussi, selon une étude publiée dans la revue Développement psychologique, que prévenir un enfant de 2 à 5 minutes avant le changement d'activité, ça réduit les résistances de 40 à 60%. Donc, ça vaut quand même le coup de les prévenir. C'est important d'être prévenu. Je ne sais pas si, même pour vous, peut-être que, admettons, vous êtes fatigué ce soir-là, vous êtes à la maison et il y a votre chéri qui arrive avec une bande de copains sans vous avoir prévenu. Et ce soir-là, vous aviez vraiment envie de souffler, d'être tous les deux, etc. Bah, je veux dire, vous allez préférer sûrement, vous auriez préféré être prévenu. D'accord? Ok? Bon, c'est un exemple comme un autre, mais c'est vrai qu'on aime bien être prévenu généralement. C'est important de l'arrivée de quelqu'un, du passage de quelqu'un. Quand on partage les mêmes espaces, on n'est pas tous sur le même rythme.
rythme, donc c'est important d'être prévenu. D'accord? Et les enfants, c'est pareil, et surtout avec vos petits garçons. Ok? Clé numéro 4, donc transformer la tâche en jeu. Alors là aussi, ça va faire appel à votre imagination. Les enfants réagissent beaucoup mieux quand la consigne est ludique, vous l'aurez compris, donc c'est faire appel à leur imagination, à la vôtre aussi, et c'est proposer des petits défis simples. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Vous pouvez dire allez, je parie que tu peux ranger tous les jouets rouges avant que j'ai fini de compter jusqu'à 10. Vous voyez, si vous y mettez du fun, si on s'amuse en faisant les choses, eh bien ça va être beaucoup moins rébarbatif que de le faire d'une façon linéaire. Mais s'il te plaît, maintenant ça suffit, va ranger tous tes jouets, regarde ta chambre comme elle est en bazar, etc., etc. Ou on range la salle d'activité, allez, on range maintenant. Non, allez, hop, attention, on compte jusqu'à 10. Alors, hop là, tous les jouets rouges ou tous les cubes rouges, on les met dans le bac jaune, par exemple. Vous voyez, mais en moins de 10 secondes. Allez, c'est parti. Et on fait le décompte et on y va avec eux. D'accord? Ça peut être aussi, il y a les vélos qui sont restés dans l'aire de jeu ou dans le jardin, il va se mettre à pleuvoir, ou les dinosaures, même dans une pièce, on peut aller à fond dans leur imaginaire. Ça peut être de dire, oh là là, vite, vite, il faut rentrer les dinosaures dans leur grotte avant que la pluie arrive, par exemple. D'accord? Ou avec même chose pour le vélo ou pour les tracteurs. Et du coup, voilà, oh, le pauvre vélo, il va se mouiller, ou la pauvre poussette, après quand on va remettre la poupée dedans, elle va aller dans sa poussette trempée, etc. Donc, vous voyez, utilisez, rentrez dans leur univers, reconnectez-vous à ce temps où vous avez été enfant, parce qu'on oublie en tant qu'adulte qu'on a été aussi enfant. Et des fois, voilà, on est très enfermés dans nos postures d'adultes. Donc du coup, ça aide aussi, voilà, reconnecter à votre imaginaire, reconnecter à votre âme d'enfant, rentrer dans leur monde, et ça facilite grandement les choses. Et donc, vous savez que c'est Albert Einstein qui disait le jeu est la forme la plus élevée de recherche. Donc c'est vraiment par le jeu que l'enfant apprend, grandit, se développe, etc. Donc là encore, il y a une recherche qui dit que le fait de transformer la consigne en jeu augmente la coopération chez les enfants de 50% en moyenne. Ok, c'est une étude du journal du développement du cerveau de 2016. Ok, donc c'est pas rien tout ça. Alors, j'espère qu'avec ça, mais avec ces 4 clés, vous avez matière à expérimentation. En tout cas, vous pouvez essayer, vous laissez du temps, je le rappelle souvent. On escompte parfois un résultat immédiat, mais j'ai parlé de patience, mettre en place, changer des habitudes, changer des comportements, mettre en place de nouvelles postures, cela prend du temps. Donc accordez-vous du temps. D'accord? Ça se fait progressivement. Mais j'espère maintenant que lorsque vous vous rendez compte, ou lorsque vous avez l'impression que votre enfant et que votre petit garçon il est dans sa bulle, j'espère que vous poserez un autre regard sur sa bulle. Voilà, je souhaite de tout cœur que vous puissiez comprendre aussi que c'est simplement qu'il est pleinement absorbé dans sa tâche. Il ne vous ignore pas, il ne vous provoque pas, il ne vous cherche pas. Il est simplement absorbé dans son activité ou dans son imagination. Et vraiment, vous, en réajustant vos postures avec des approches adaptées, comme entrer dans leur monde, les préparer aux transitions, utiliser un contact doux, rendre les tâches amusantes, eh bien vous allez pouvoir transformer vos interactions dans des moments beaucoup plus fluides et agréables. Et prenez vraiment le temps de les observer, prenez le temps de rentrer dans leur univers, prenez le temps de comprendre leur rythme, et vous verrez à ce moment-là qu'ils vont vous surprendre vraiment par leur coopération et leur envie de bien faire. Parce que s'il y a quelque chose dont je suis sûre, après toutes ces années passées auprès de groupes d'enfants, passées aussi à former, à accompagner des équipes, eh bien je peux vous assurer que les enfants aiment coopérer,
que les enfants sont contents de participer, que les enfants, et ça il suffit juste même pour la mise de table, ça peut être aussi, ça peut valoir le coup quand vous êtes petit et que vous avez peur au départ qu'ils cassent de la vaisselle, etc. Bon ben peut-être qu'à un temps donné on peut mettre des assiettes en bambou ou des assiettes en plastique et des verres, mais leur dire je suis sûre que tu es capable de porter les verres par exemple de la table ou la vaisselle, vous voyez, je veux dire à un moment donné, allez, en moins de 10 secondes, alors bien sûr vous allez adapter à chaque fois en fonction de l'âge, de la posture, mais allez-y, faites-leur confiance, faites confiance au potentiel de vos enfants, rentrez dans leur monde, mettez la notion ludique et vous allez voir que ça va être beaucoup plus porteur au niveau de l'efficacité pour capter leur attention et avoir leur coopération. Voilà pour ce nouvel épisode, merci beaucoup de l'avoir écouté, j'espère que ça vous a donné des éclairages, des billes, des connaissances et surtout des pistes, des clés concrètes à pouvoir appliquer dès maintenant, pas dès demain, dès maintenant. Et si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas à le partager avec une amie, avec une connaissance ou une maman qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement ma mini-formation Destination Sérénité en cliquant sur le lien en description. Je vous dis à très bientôt.